Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Nous débuterons ce journal avec la Cité internationale de la langue française, inaugurée en début de semaine. Et nous verrons avec WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, comment le château de Villers-Cotterêts est devenu l'adresse du français. Président du Comité européen des régions à Bruxelles, ce maire de la Sarthe s'est rendu en Ukraine, près de la frontière polonaise. À son retour, il a rappelé auprès de LMTV Sarthe que la guerre y est toujours aussi violente. Vous verrez dans ce journal. La décision a beaucoup agacé les motards, mais le contrôle technique des motos entrera bien en vigueur en avril 2024, même si tous les points prévus ne seront pas contrôlés dès cette date. Une équipe de TL7 dans la Loire l'a constaté dans un centre de contrôle technique. Enfin, notre partenaire TV78 a visité pour nous le célèbre zoo de Thoiry, qui enrichit son parcours en proposant Lumière sauvage, une magnifique déambulation féerique qui nous rappelle que Noël approche. Mais commençons ce journal avec ces images impressionnantes de la tempête Ciarán qui a traversé le quart nord-ouest de la France durant 48 heures. Comme annoncé par les prévisionnistes, des rafales de vent à plus de 150 km/h et d'importantes précipitations ont entraîné de nombreux dégâts sur le parcours de la tempête, comme vous le voyez sur ces images. 600 compagnons du devoir et 65 corps de métier ont travaillé à ressusciter le château de Villers-Cotterêts, laissé à l'abandon durant de nombreuses années. Sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, l'ancienne résidence royale de François Ier a été réparée après 3 ans de travaux pour devenir la Cité internationale de la langue française. Pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, Jérôme Moubron nous fait découvrir ce lieu où la langue française se donne à voir et à entendre. Le président Emmanuel Macron inaugurait ce jour la Cité internationale de la langue française, un espace de 23 000 m² situé au cœur du château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Le chantier, initié en 2017, a mobilisé quelques 220 entreprises pour restaurer ce lieu chargé d'histoire. En 1539, François Ier y signait une ordonnance imposant l'usage de la langue française dans la rédaction des textes juridiques. Devant un parterre de quelques 500 invités, Emmanuel Macron a dessiné ce qui est désormais le plus important projet culturel en dehors de Paris. Ce sera un lieu pour les enseignants et leurs élèves, pour venir apprendre, découvrir, étudier la langue française, pour venir se former également. Je veux qu'ici, les professeurs avec leur classe puissent venir découvrir des mots, car la France est une puissance éducative, et que l'ensemble des professeurs français puissent venir y apprendre les fondamentaux de ce qu'est la transmission du français. La Cité internationale de la langue française, c'est un parcours ludique de 15 salles, soit 1200 m² dédiés aux Français et à disposition de tous les publics. Outre les 150 pièces de collection exposées sur place, 62 outils de médiation seront accessibles pour permettre aux plus jeunes de s'emparer des mots et de leur histoire. C'est un parcours permanent qui, tout le long du premier étage, nous emmène dans le voyage des mots, dans la migration des mots, dans le transport par les mots, les émotions, parce que en français on chante, en français on aime, en français on pleure aussi, et on s'aperçoit à quel point notre langue, une langue, ce sont les sentiments les plus intimes et les plus forts qui viennent nous toucher. Donc ici, quel âge qu'on ait, qu'on soit un enfant, qu'on soit un vieillard, peu importe, on trouvera des choses à la fois très sérieuses et très ludiques. Le site, à la fois bibliothèque, salle de spectacle et résidence d'artistes, accueillera le sommet de la francophonie en mars prochain. Que ce soit en Ukraine, comme vous le verrez, ou au Moyen-Orient, la guerre a malheureusement des conséquences humanitaires dramatiques, mais aussi économiques. Dom Benoît, directeur du magazine Géostratégie, était à Monaco pour une conférence et nos équipes ont recueilli son expertise sur les conséquences du conflit entre le Hamas et Israël, sur nos économies dans les territoires, en France et en Europe. Des conséquences humaines dramatiques naturellement, des conséquences monétaires. Le shekel israélien a considérablement baissé depuis le début du conflit. Israël est un pays pour autant très puissant. La banque centrale israélienne dispose d'énormes réserves de change en dollars, 200 milliards de dollars, donc il est fort probable qu'Israël, avec un PIB qui plus est considérable, près de 500 milliards, soutienne sa monnaie. Quelles vont être les conséquences sur nos économies ici en Europe, principalement sur l'économie française de ce conflit? Alors, si je puis dire, très largement, semblablement les mêmes que celles que nous avons vécues durant les différents conflits, c'est-à-dire l'augmentation du cours du pétrole.
Qu'est-ce qu'on trouvera dans Géostratégie Magazine ce mois-ci dans les kiosques? Alors pour le numéro qui est en kiosque, le dollar est-il fini, avec une couverture avec Jacques Delarosière, l'ancien directeur du FMI. On tente de répondre à la question. Évidemment, le dollar n'est pas fini. Le dollar a de belles années devant lui, représente encore 60% des réserves de change détenues au sein des banques centrales, le 45% des transactions, l'essentiel pour le marché obligataire. Et puis pour le numéro qui va sortir, un dossier complet sur le conflit israélo-palestinien et également un point sur l'économie russe, l'économie en Ukraine et les économies occidentales. Voilà, tout à fait autre chose au Comité européen des régions qui représente les élus locaux et régionaux des différents pays membres de l'Union européenne. Le maire de Koulen dans la Sarthe faisait partie d'une délégation qui s'est rendue en Ukraine, à Lviv, près de la frontière polonaise. Il a pu constater que la guerre continue de dévaster le pays. Il témoigne de ce qu'il a vu là-bas au micro d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. Le 16 octobre dernier, le maire de Koulen, Christophe Rouillon, se rendait dans cet hôpital, à Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine. Un déplacement effectué avec d'autres élus européens pour apporter un soutien politique, mais aussi une aide humanitaire. 10 jours après, le maire sartois reste marqué par ce qu'il a vu. Nous voyons des jeunes hommes amputés, des bras, jambes, des personnes, des femmes, des enfants en fauteuil roulant. Voilà, là, c'est humainement, les yeux dans les yeux, les conséquences de cette guerre terrible. Une guerre terrible qui se raconte aussi loin de la ligne de front, comme dans ce cimetière où 700 soldats ont été enterrés. On voit passer les cercueils dans des véhicules et puis derrière les familles, les enfants. Voilà, c'est poignant. On peut pas se résigner à cette banalité de la guerre. Ce sont des jeunes hommes, ce sont des étudiants, ce sont des travailleurs, des gens qui ont décidé de se battre pour leur patrie. Et pourtant, le pays est résilient. Pour Christophe Rouillon, il faut maintenant l'accompagner dans son processus d'adhésion à l'Union européenne. La perspective de rentrer dans l'Union européenne est très importante. Elle donnera un espoir aux populations, elle permettra de stabiliser le pays, de stabiliser le continent. Et donc il faut préparer cela, il faut préparer la reconstruction de l'Ukraine, mais il faut aussi donner une architecture juridique à ce pays, améliorer la démocratie locale, lutter contre la corruption, faire émerger des élites locales qui demain seront là pour tenir le pays. Et si l'Ukraine tombe, nous aurons la Russie impérialiste post-soviétique aux portes de l'Europe, avec Vladimir Poutine qui ira plus loin. À son échelle, Koulen a signé un partenariat avec une ville d'Ukraine pour accueillir une vingtaine d'enfants lors d'un séjour en Sarthe, loin des bombes et de la guerre. À l'approche de l'hiver où la demande est forte en électricité, la France a souvent besoin d'importer cette énergie. Pour faciliter ces échanges, 64 km de câbles électriques relient la ville de Santa Llogaia en Espagne et celle de Bexas dans les Pyrénées-Orientales. Intégralement souterraine, cette interconnexion en plein cœur des Pyrénées a coûté plus de 700 millions d'euros. Objectif à terme pour l'Union européenne, doubler les capacités d'interconnexion d'ici 2035. Regardez ce reportage éclairant d'Isaac Barry pour Via Occitanie. On a à peu près 7 km côté français et 1 km côté espagnol. 64 km de câbles électriques relient la ville de Santa Llogaia en Espagne et celle de Baixas dans les Pyrénées-Orientales. Intégralement souterraine, cette interconnexion en plein cœur des Pyrénées a coûté plus de 700 millions d'euros. L'objectif des interconnexions, c'est d'utiliser l'électricité la plus intéressante possible, au sens celle qui est produite par des moyens de production les plus propres possibles. Donc on avait, jusqu'en 2015, on pouvait échanger 1400 mégawatts d'énergie entre la France et l'Espagne. Aujourd'hui, on peut en échanger 2800. Voilà, donc c'est à peu près l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires. Mais le courant ne sera pas directement envoyé dans les ménages. Elle doit d'abord passer dans une station de conversion, comme ici à Baixas. Si on est dans un moment où on importe de l'électricité depuis l'Espagne, on va avoir du courant continu qui va arriver ici, qu'on va transformer en courant alternatif et qui va ensuite partir sur notre réseau pour alimenter des clients français. Et puis si on est dans un moment où on a plutôt à exporter de l'électricité vers l'Espagne, eh bien à ce moment-là, c'est notre courant alternatif qui va être transformé en courant continu pour partir dans l'interconnexion.
À l'approche de l'hiver où la demande est forte en électricité, la France a souvent besoin d'importer cette énergie. À l'heure qu'il est, on est importateur, c'est-à-dire l'Espagne nous fournit à peu près 1500 mégawatts d'électricité parce qu'il y a à ce moment en Espagne des moyens de production éoliens ou solaires par exemple qui sont disponibles et qui nous permettent de bénéficier de cette électricité. Objectif pour l'Union européenne, doubler les capacités d'interconnexion d'ici 2035. Contrairement aux idées reçues, les morts se fêtent le 2 novembre. Cette première semaine de novembre est l'occasion de se rendre dans les cimetières, bien sûr. Des cimetières qui, pour certains, sont emplis de légendes et de signes ésotériques. Jacques Sirjean est non seulement guide au cimetière du Père-Lachaise, mais surtout vampirologue. Il a conduit une équipe de 20 minutes TV sur la tombe d'Honoré de Balzac. Regardez. Donc là, on peut voir des marrons sur la tombe de Balzac. Tout petit objet remplit cette fonction. Sur le tombeau de Gainsbourg à Montparnasse, les gens mettent des tickets de métro ou des cigarettes. C'est une preuve d'amour et de protection. À l'origine, rituel juif, on plaçait un rocher devant le tombeau quand les juifs enterraient leurs morts dans des grottes pour protéger le tombeau. Donc c'est un signe de protection. Quand on n'a pas de rocher, ce qui est lourd et compliqué et grand, on remplace par un petit caillou. Mais quand on n'a pas de petit caillou sous la main, on met un marron. Voilà, et puis repoussé depuis 2014, le contrôle technique des motos et des scooters entrera bien en vigueur en avril 2024. Malgré les enjeux de sécurité routière, cette mesure reste peu populaire auprès des motards et de surcroît encore compliquée à appréhender par les contrôleurs, comme l'a constaté Anthony Verpillon pour TL7 près de Saint-Étienne. Regardez. C'est désormais officiel, le contrôle technique des deux roues entrera en vigueur le 15 avril 2024. Le décret est paru au journal officiel le 23 octobre dernier. Il imposera donc un contrôle 5 ans après la mise en circulation d'une moto et même d'un scooter, puis ensuite tous les 3 ans à partir du premier contrôle. Une communication certes, mais dont les modalités sont encore floues, comme on a pu le constater dans ce garage de Roche-la-Molière. On est en train d'essayer de chercher les dates de périodicité pour les contrôles catégorie L, qui correspond entre autres aux 2 roues et aux 3 roues. Car si on lit le décret, les points de contrôle exacts qui sont à vérifier sur les 2 roues n'apparaissent pas clairement. Une info pourtant essentielle pour les contrôleurs techniques. Il y a une chose qui avait été dite, on va dire en bruit de couloir, qu'on aurait uniquement pour le moment de contrôler le bruit et les valeurs de pollution, et puis le reste ce serait des contrôles visuels. Après au niveau du bruit c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, sur une carte grise, vous l'avez ici, en U1, je l'ai perdu, il est là, voilà, c'est les décibels qui sont contrôlés en fait en laboratoire, sans bruit externe. Nous, c'est pas possible aujourd'hui de faire une cabine insonorisée pour faire des tests anti-bruit. Et eux sont sur leur moto au quotidien, les motards de la brigade motocycliste urbaine de Saint-Étienne. Ce sont eux qui devront s'assurer que les contrôles techniques ont été faits, indispensables selon ce policier. On retrouve davantage de scooters avec des échappements modifiés, avec des différents éléments de sécurité, les feux, les plaques qui parfois au fil des années arrivent à être un peu plus dégradés. Et notez que ce sont les 2 roues mis en circulation avant le 1er janvier 2017 qui seront contrôlées en priorité. À terme, c'est-à-dire en 2026, tous les 2 roues devront avoir été contrôlés. Voilà, jeter nos déchets en les triant, nous essayons tous de le faire, le plus souvent dans des poubelles en plastique et avec un choix très limité. Bénédicte Roux, ancienne salariée d'un syndicat d'élimination des déchets ménagers, a eu l'idée de développer toute une gamme de bacs de tri des déchets en carton donc recyclable. Alain Druot l'a rencontré pour 7 à Limoges. Là, c'est vraiment des bacs qui sont destinés à amener des déchets après pour être valorisés. Donc ce ne sera plus des déchets, ce sera valorisé, soit à donner à une assoce ou à de la famille ou à des amis, soit à amener à la déchetterie. Voilà, recycler, c'est aussi l'idée portée par les Alpes françaises qui ont décidé de se porter candidate à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030. Alors si la France n'avait plus organisé les Jeux d'été depuis un siècle, elle a organisé les JO d'hiver en 1924, en 1968 et plus récemment en 1992 et a su entretenir et pérenniser de nombreux équipements, qu'elles soient utilisées à nouveau dans une candidature à l'impact carbone le plus limité possible. Les explications avec Luc Arouk pour notre partenaire 8 Mont Blanc. L'idée prend de plus en plus d'ampleur. Réutiliser d'anciennes infrastructures olympiques en vue d'une potentielle candidature aux Jeux d'hiver 2030. Dans cette optique, les tremplins de Courchevel pourraient réaccueillir la prestigieuse compétition
38 ans après les épreuves de saut à ski des Jeux Olympiques d'Albertville. Très intéressée par cette perspective, la station savoyarde rêve de raviver la flamme. Pourquoi aller reconstruire, rebétonner, alors qu'en fait on a déjà quelque chose d'existant qui peut être amélioré évidemment, hein, puisque on est quand même dans un équipement de 92 qui, que ce soit sur la partie remontée mécanique ou sur la forme des tremplins, a pas beaucoup bougé. Donc bien sûr qu'il faudrait, il y a des choses à améliorer. À Courchevel ou à La Plagne, la réflexion est la même. Chacune des stations espère s'appuyer sur l'héritage des JO de 1992 pour maximiser ses chances. En service depuis maintenant 30 ans, la piste de bobsleigh de La Plagne est un modèle de réussite. Depuis ces nombreuses années, les équipes de la piste ont su développer un certain savoir-faire. Ça fait 32 ans que la piste olympique de bobsleigh a un modèle économique qui fonctionne, qui permet à peu près un équilibre budgétaire chaque saison. C'est un des atouts majeurs, comme également d'avoir changé de système de réfrigération. On est passé de l'ammoniac à l'eau glycolée en 2007-2008. On est aujourd'hui la seule piste également à avoir fait ce changement, cette mutation de système de réfrigération. C'est aussi un atout sur le territoire en termes d'attractivité. Et ça, ce sont évidemment des arguments qui pèsent, à mon sens, qui peuvent peser très lourd dans la balance de la candidature. Des travaux de modernisation seraient donc seulement à prévoir sur les deux sites. Un atout écologique et surtout économique qui irait dans le sens de la future candidature française. Développer la fréquentation touristique en s'appuyant sur une offre hôtelière diversifiée, c'est l'ambition de la ville de Troyes, connue pour sa basilique Saint-Urbain. La création récente de l'hôtel La Licorne, valorisé par 5 étoiles, permet d'attirer une nouvelle clientèle à Troyes, comme l'explique Christelle Taillarda, directrice de l'agence de développement touristique du département de l'Aube, au micro de notre partenaire Canal 32. Troyes a beaucoup de choses à offrir, mais il faut qu'on ait des premières raisons de venir. Un 5 étoiles, c'est une première raison de venir. La personne qui vient, qui veut du luxe, qui fait un spa et qui s'en va, c'est de plus en plus rare. Il y a aussi des gens qui veulent profiter de la pleine nature, notamment les clientèles anglo-saxonnes, les Australiens. En France, 10% des décès par noyade sont consécutifs au fait de ne pas savoir nager. L'opération Comme un poisson dans l'eau offre un accès pour tous aux infrastructures aquatiques, ce qui est un premier pas vers l'apprentissage de la natation. À Saint-Dié-des-Vosges, Livia Bulcheret et Denis Lequien ont sauté dans le grand bain avec les enfants. Et c'est pour Vosges TV, regardez. En soufflant. Oui, oh, bravo. Yes. Ils ont entre 6 et 10 ans et parmi eux, certains ne fréquentent la piscine que de manière exceptionnelle. En France, plus d'un enfant sur 3 ne sait pas nager avant sa rentrée en 6e. L'opération nationale Comme un poisson dans l'eau existe pour combattre les inégalités et rendre l'activité accessible à tous. Toute la semaine, ces 16 enfants bénéficieront de l'accès au centre aqualudique Aquanova America à Saint-Dié-des-Vosges. Je suis déjà venue l'année dernière avec le centre social. Et oui, j'aime bien nager, c'est trop bien. Moi, j'aime bien faire de la piscine. Je viens souvent avec ma maman, mon papa, en famille des fois. S'ils savent nager à la fin de la semaine, c'est parfait. Mais le but déjà, c'est le plaisir de venir pratiquer. C'est vraiment ça l'essence même de ce qu'on veut sur cette semaine-là. Leur donner l'accès, leur montrer qu'ici c'est du plaisir et en même temps qu'on peut apprendre des choses. Et si déjà on arrive à franchir ce cap avec eux, de les faire venir à la piscine, on a déjà une première victoire. Au total, à la fin des vacances d'automne, 32 enfants des centres sociaux Lucie Aubrac et Germaine Tillon auront bénéficié de ce dispositif financé par la commune. En France, 107 piscines participent au dispositif, différent de celui de l'État, le savoir nager, avec tout de même des objectifs qui se rejoignent, comme celui de la prévention des noyades. On n'en parle jamais assez, les noyades ont une part vraiment très importante en France et ailleurs. Et c'est vrai que si, par ce genre d'action, on peut aussi lutter contre ce phénomène-là, je suis à 100% preneur. Les noyades accidentelles sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Le dispositif entend bien y remédier. L'opération, qui fête cette année ses 10 ans, avec pour marraine à Saint-Dié les volleyeuses des Audaciennes, dont la capitaine Julie Mollinger, avait déjà permis cet été à 180 enfants des Audaciens de profiter des infrastructures. Enfants, nous avons tous collectionné ces célèbres vignettes de nos joueurs de foot préférés avec l'espoir de compléter notre album. Le club de basket de Château-Giron a décidé de créer son propre album en prenant en photo chaque joueur du club. Une solution qui permet à la fois de diversifier les sources de financement pour le club et de créer du lien dans le club, comme l'a constaté TVR à Rennes.
Alors voilà la maquette, qui est donc encore effectivement une maquette, puisque c'est pas tout à fait à la taille réelle du futur album. L'idée, c'était vraiment de trouver une nouvelle manière de communiquer ou de proposer quelque chose de différent où on peut, pour le club, gagner de l'argent et pour les adhérents et l'image du club, créer du lien vraiment entre les tout jeunes, l'équipe Fagnon, la détente, savoir qui est qui, créer du lien. En Martinique, chaque année, une centaine de jeunes est formée aux différents métiers de l'agriculture. Mais à l'issue de leur formation, 80% d'entre eux ne trouvent pas de terre malgré de nombreuses friches disponibles. Pour y remédier, le collectif Les Formés sans terre a organisé la mise en relation de ces agriculteurs avec des propriétaires. C'est un reportage de François Eudoxie Diana pour VIA TV sur place. Audrey rêve de pouvoir développer son exploitation agricole de plantes médicinales. Aujourd'hui, elle est en reconversion professionnelle pour devenir agricultrice depuis son retour en Martinique il y a 5 ans. Avant de réaliser son projet, elle est confrontée à un problème majeur. C'est le manque de terre qui est mon obstacle premier, puisque je n'ai aucune propriété, je ne suis pas propriétaire terrienne. Je débute de zéro. Organisé par le collectif Les Formés sans terre, cet événement a permis de mettre en relation les agriculteurs formés avec des propriétaires qui veulent louer ou vendre leur terrain. Chaque année, une centaine de jeunes sont formés au métier d'agriculteur en Martinique. 80% d'entre eux ne trouvent pas de terrain pour commencer leur activité, alors que le territoire regorge de possibilités. On dit qu'il y a entre 8 000 et 10 000 hectares de terre en friche. Ce sont quelquefois des terrains agricoles, mais qui sont redevenus en friche, c'est-à-dire on a laissé la forêt repousser. Il y a une autre problématique aussi, c'est qu'en Martinique, on est soumis au problème de l'indivision. Il y a énormément de familles qui ont des terrains, mais les terrains sont indivisibles. Et ça aussi, ça pose problème quant à l'acquisition ou la transmission de terrains à de futurs agriculteurs. Pour le député Marcelin Nadeau, parrain de l'événement, cette problématique pourrait décourager certains jeunes et freiner l'objectif de la souveraineté alimentaire. De plus en plus, il y a des jeunes qui comprennent l'intérêt, par exemple, de l'agriculture biologique. Il y a des jeunes qui comprennent l'intérêt de pratiques culturelles différentes. Et bien justement, à travers ces actions concrètes, soutenues et accompagnées, nous pouvons aider les volontaires parmi les jeunes qui souhaitent à la fois rester, vivre au pays et exercer le métier d'agriculteur. Le collectif Formés sans terre devrait poursuivre son action en rencontrant la CTM et en accompagnant les agriculteurs et les propriétaires dans les procédures. À la nuit tombée, quand les animaux du zoo de Thoiry disparaissent aux yeux des visiteurs, la magie des lanternes prend place sur un magnifique parcours où se mêlent différents univers féeriques, de grands animaux emblématiques, mais aussi la faune et la flore de chaque continent de la planète. C'est la 6e édition de cette opération et il faut souligner que pour réduire l'impact carbone du festival, 75% des lumières sont restaurées chaque année par des équipes d'artisans et réutilisées, vous allez le voir. Pour TV78, Mélanie Poquet et Clara Frutos ont encore les yeux émerveillés. Regardez. Entrés dans un monde enchanté, les Lumières Sauvages de Thoiry sont installées. Un parcours d'un peu plus d'1 kilomètre à travers les jardins du château pour voyager, au cœur des grands continents des peuples et de leur écosystème. C'est féerique, c'est vraiment magique. On tombe complètement en enfance, on voit tous ces animaux, c'est vraiment magnifique. Moi j'ai bien aimé, ça a l'air bien la nouvelle partie d'Asie qu'ils ont faite. Donc on va aller découvrir ça. Je trouve ça magnifique, il y a eu des améliorations, enfin des changements par rapport aux années précédentes. Ils ont ajouté des scènes de vie avec des personnages. Jusqu'au 10 mars 2024, le Zoo Safari a choisi d'illuminer les fins de journée avec une 6e édition de ces Lumières Sauvages. Le thème de cette année, l'Asie. Un an de travail, de réflexion pour les équipes qui proposent une nouveauté. Un renouveau avec encore beaucoup plus d'immersion, avec le labyrinthe qui sera complètement illuminé cette année. Et puis derrière vous, vous avez l'Asie qui prend vie avec tous les animaux d'Asie. Et juste derrière moi, les Bouddhas aussi, les temples qui vont pouvoir animer cette scène. Le parcours est agrémenté de près de 3000 lanternes, 75% d'entre elles sont restaurées chaque année, un souhait du site. Il ne vous reste plus qu'à vous laisser porter.
Voilà, et cette semaine, vous trouverez en kiosque 2 éditions spéciales du Point consacrées à Reims et à Nice. Elles sont coordonnées par Audrey Emery. À Reims, il sera question des grands projets de la ville pour 2030, mais aussi des ambitions du maire de la ville, Arnaud Robinet. Plus au sud, les équipes du Point ont enquêté sur les ambitions de la métropole niçoise, présidée par Christian Estrosi, qui veut prévenir les effets du dérèglement climatique sans renoncer à son développement économique et culturel. Voilà, ces éditions du Point sont en kiosque ce week-end, bien sûr. Voilà, et puis nous partons à Cannes où nous voulions absolument saluer Philippe Bouvard qui fêtait cette semaine à 94 ans ses noces de platine. 70 ans de vie partagée avec Colette. Lui a longtemps été une grosse tête, elle est restée une forte tête. Sauvages de son nom de jeune fille, ils étaient faits pour s'entendre, même si l'humour a beaucoup contribué à cette longévité. Regardez. Un hebdomadaire ne paraît qu'une fois par semaine. Un couple, lui, dispose d'une périodicité quotidienne. C'est là que les problèmes commencent. Parce que c'est pas toujours très facile. Mais bon, les auteurs dramatiques et le couple savent que si l'on veut éviter le passage de la comédie à la tragédie, il faut ménager quelques entr'actes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.